Gilbert Collard est un personnage atypique et médiatisé depuis des années, tout d'abord comme avocat, puis dans l'expression politique. Dans ce portrait, vous remarquerez la présence de deux êtres-tés, de deux lignes rouges, qui traversent le personnage de part en part. Il y a pour moi, dans mon rapport à son image, à ce que je perçois de sa personnalité, à sa réalité vue à travers mes yeux, une célébrité à plusieurs destins. Cette image est très colorée, la palette est large. La pâleur du front est entourée de lumière orangée qui semble venir du point de jonction non défini des deux lignes d'être-té. Est-ce que mon subconscient a enregistré une image approximative d'un tableau de François-André Vincent? Inscrivons dans Google la requête suivante. François-André Vincent, la piscine de Bethsaïda. Évidemment, le tableau et le sujet n'ont rien à voir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'introduction d'un souvenir, ce que j'appellerais l'une de ces fameuses vapeurs anecdotiques qui emplissent notre cerveau. Je voudrais profiter du portrait de Gilbert Collard pour justifier le choix de la technique utilisée. Mon principal souci a toujours été la maîtrise de la couleur. J'ai pratiquement toujours fabriqué des images esthétisantes. Dans une exposition photographique antérieure qui traitait du mourir de l'objet, j'ai montré la mort de façon esthétisante, le pourrissement harmonieux et la dégradation décorative. Pour expliquer certains chemins, j'ai besoin de remonter quelques années en arrière. J'ai dû avoir mon premier ordinateur en 1983, un TO7 de chez Thomson, une machine qui se branchait sur une télévision avec un gros stylet qui permettait de dessiner des gros pixels parmi les 8 couleurs proposées. L'ordinateur possédait 8 kilooctets de RAM extensible à 32 kilooctets. Une image de 16 kilooctets, environ le poids d'une icône informatique d'aujourd'hui, version flat design, c'est-à-dire composée de peu de couleurs, mettait plus de 4 minutes à s'enregistrer sur une cassette audio, le seul moyen de stockage de l'époque dans les versions d'ordinateurs grand public. Le vendeur, pour justifier les touches incrustées, rendant impossible la dactylographie, avait justifié ce choix par le fait qu'une tranche de pain recouverte de confiture et qui tomberait forcément dans le mauvais sens n'aurait pas d'impact sur la machine, tellement celle-ci était facile à nettoyer. En effet, les touches n'étaient pas séparées entre elles, elles ne formaient qu'un seul bloc. À l'époque, cet argument m'avait tout à fait séduit. À partir de 1989, les ordinateurs se sont succédés, Amiga, PC, Mac. Mon activité d'indépendant s'est transformée en agence de communication et en centre de formation. Je mène ces deux activités de front. Dans l'agence de communication, nous utilisons les produits d'Adobe pour réaliser ce que l'on appelle le print et le screen, c'est-à-dire la réalisation de documents imprimés et de sites internet en passant par la création de vidéogrammes et de musique. Pendant toutes ces années, j'ai formé des nombreux infographistes. Certaines formations pouvaient durer jusqu'à plus d'une année et concernaient des demandeurs d'emploi, des reconversions, des professionnels et même des profs de lycée technique, sans oublier des enseignants d'école d'art. Ce retour de quelques instants dans le passé m'a paru nécessaire pour vous exprimer mon intérêt pour l'informatique. Pour cette série de portraits sur l'approximation, j'ai dû faire des choix. Quelle technique utiliser? Évidemment, le résultat doit être sur toile. Il doit être dans la continuité de la production artistique avec la noblesse de ce support. J'ai donc réalisé mes maquettes à l'ordinateur, ce qui à mon endroit est une évidence. Je dessine, je scanne et je redessine en perfectionnant la forme pour sans cesse la molester et ainsi la plier à mes exigences. Arrive le moment du report sur toile. La belle image est affichée sur le moniteur de l'ordinateur et celle-ci maintenant doit apparaître sur la toile. Quelle technique utiliser? Il y a la technique du quadrillage, que tous les graphistes connaissent bien, qui consiste à quadriller l'image originale et à réaliser un quadrillage beaucoup plus grand et homothétique, c'est-à-dire dans le même rapport. Ainsi, les points de jonction entre le quadrillage et les motifs seront plus ou moins faciles à trouver, puis à dessiner. Mais il y a d'autres techniques. Les peintres en LED, pendant des années, ont utilisé des rétroprojecteurs. Le motif était dessiné sur des films transparents, puis projeté sur un panneau. Il suffisait, avec talent, de suivre les formes projetées en faisant attention évidemment à ne pas se trouver dans l'axe du rétroprojecteur. Après plusieurs étapes, le panneau pouvait devenir une enseigne de magasin.
Cette technique est infaillible et permet de forts agrandissements. Après une seconde de réflexion, il paraît plus simple de faire imprimer le tracé sur une toile, évitant ainsi un report rébarbatif et sans intérêt, qui est d'ailleurs à la portée de n'importe quelle personne, pourvu que celle-ci soit précautionneuse, obstinée, têtue et acharnée. Une fois la toile imprimée, la forme des contours se trouve inscrite de façon presque imperceptible. Il suffit dans un second temps de disposer la couleur en réalisant un système de masquage pour obtenir des formes anguleuses et précises. La technique de l'aérographe paraît l'outil idéal pour ce type de réalisation. 2 secondes plus tard, je me dis que si j'imprime les tracés sur une toile, pourquoi ne pas imprimer également la couleur? Surtout que la couleur, c'est mon obsession. Il m'est impératif de retrouver la couleur exacte qui colore chacun des polygones. L'ordinateur a été un outil précieux quant à la recherche de ces coloris. En effet, grâce au logiciel, il est possible de tester les couleurs, mais également les couleurs entre elles, voire modifier tout un spectre. Il est envisageable d'opérer des modifications sur plus de 16 millions de couleurs. Pour les puristes, ce travail est réalisé en RVB et imprimé sur des imprimantes photographiques grand format, possédant un grand nombre de cartouches d'encre, surpassant largement le spectre colorimétrique, ce que l'on appelle le gamut, de l'impression offset qui travaille en CMJN, c'est-à-dire en cyan, magenta, jaune et noir. J'ai passé beaucoup de temps à la recherche de ces coloris. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, il me serait pratiquement impossible de retrouver la couleur de chaque polygone. Le travail serait toujours approchant. Il me devient intolérable de dégrader ma production en raison d'une technique et d'un apparat. Pourquoi serait-il nécessaire de passer des heures et des heures de travail dans l'atelier pour obtenir un résultat moins bon, moins précis? Il y a une autre raison importante. Lorsqu'une réalisation est terminée, il est possible d'attaquer un autre projet. Ma production est donc augmentée, elle se perfectionne et me permet d'envisager de nouvelles idées et réfléchir à de nouveaux concepts. Il y a cette expression dont j'ai horreur, mais j'avoue qu'elle résume fort bien la situation, gagnant-gagnant. Je ne fais pas que de la peinture numérique, j'utilise aussi des techniques traditionnelles. Mais dans cette recherche spécifique sur l'approximation, j'ai besoin de cette qualité. Les aplats que je représente doivent être des aplats pratiquement sans texture et chaque couleur doit être dans l'harmonie du tout. L'objet final doit ressembler à un objet manufacturé. Par ce principe, je m'éloigne de la peinture gestuelle à la texture épaisse. L'épaisseur de la couleur de ma réalisation doit mesurer quelques centièmes de millimètre, juste ce qu'il faut pour être vu. Tout de suite, la question qui se pose, l'art numérique est-il de l'art puisqu'il lui manque la transpiration? Cette question, bien sûr, m'a déjà été posée. Je suppose que les quelques anecdotes suivantes en feront la réponse. Est-ce qu'en 2017, la question se pose encore lorsque l'on sait qu'un Deleuze peignait des châssis sans toile et qu'un Viala peignait des toiles sans châssis? Cela se passait à la fin des années 60, dans le mouvement support-surface. Je pense également à Saburo Murakami. Il a marqué le premier salon Gutai en 1955 par une performance d'artiste en traversant des châssis, des cadres disposés de façon successive, formés de papier tendu, sans aucun motif. Ils seraient trop nombreux à citer. Mais le plus exemplaire de tous, après les ready-made de Duchamp bien sûr, me paraît l'artiste contemporain Maurizio Cattelan, qui a pensé la sculpture du pape Jean-Paul II écrasée par une météorite. Cette œuvre s'appelle la Nonna Aura. Elle a été conçue par Cattelan puis exécutée par Daniel Druet et Odile Hautmühl. Il ne s'agit pas d'un secret. La question qui en général vient juste derrière, est-il possible de concevoir une œuvre d'art sachant qu'elle peut être multipliée autant de fois que l'on désire? En effet, il s'agit ici d'un engagement. Il suffit de limiter le tirage afin de produire des œuvres uniques, signées et accompagnées d'un certificat d'authenticité. Personnellement, je propose 2 formats uniques, l'un est plus accessible que l'autre. Mais il est vrai que cette image puisse se retrouver sur des objets dérivés, comme des mugs ou des t-shirts. Autre exemple en ce qui concerne la sculpture. Je ne parle pas celle dont la technique consiste à retirer de la matière, mais de la sculpture façonnée qui est destinée à être moulée. Ici, la limite est de 8 exemplaires signés et numérotés. On pourra également penser aux lithographies avec 50 voire 100 tirages au plus. Et que dire des nombreuses sérigraphies de Warhol.
Ici, la nouveauté s'impose. Pour revenir à l'art numérique, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. En effet, j'ai réalisé toute une série d'images pour une exposition qui se nomme Coma. Si cela vous intéresse, vous pourrez trouver ces images sur le site internet. Cette série nommée Coma, comme son nom l'indique, est fondée sur la notion d'intervalle que l'on trouve entre les notes de musique. Ici, la problématique, c'est le résultat obtenu sur le chemin formel qui mène d'une image à une autre. Pour être un peu plus précis, je vous dirais que l'image intermédiaire obtenue à partir de l'image A et de l'image B possède des éléments sémiologiques et iconographiques forcément perturbés. La nouvelle image obtenue appartient plus ou moins à son père et à sa mère. C'est avec soin qu'il faut sélectionner la bonne fréquence, la bonne composition. Il est nécessaire d'organiser le hasard obtenu par le calcul mathématique que seul l'ordinateur est capable de proposer. Il est vrai qu'en ce moment, je suis dans une période de ma vie qui s'appelle l'art numérique. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéogrammes pour vous présenter d'autres personnages et d'autres anecdotes et m'attarder sur la partie art plastique, art graphique et art numérique.